Au printemps de l'année 1952, Charles S., un horticulteur renommé, publia des résultats de ses recherches qui suscitèrent l'étonnement et l'admiration au sein de l'industrie horticole américaine. Lors de ses recherches, il eut la révélation surprenante qu'en utilisant une infusion élaborée à partir des branches d'un arbre commun, il obtenait des taux de réussite d'enracinement qui se comparaient avantageusement à tout ce que la science avait pu produire en laboratoire jusqu'à présent. Il n'y a ni brevet, ni usine, simplement la présence d'eau et de bois, deux éléments essentiels à la réalisation de cette activité. En l'espace de 10 ans, la découverte avait progressivement perdu de son éclat et avait fini par tomber dans l'oubli sans attirer l'attention. Les anciens remèdes de grand-mère, autrefois largement utilisés en horticulture pour soigner les plantes, ont peu à peu disparu pour laisser place à des produits commerciaux plus onéreux, vendus à 20 $ la bouteille et dont la durée de vie est limitée à quelques mois seulement. Il a été souligné que la multiplication des plantes de nos jours nécessite une manipulation chimique précise, ainsi qu'une connaissance approfondie des techniques industrielles pour obtenir des résultats satisfaisants. Imaginez un monde où une formule magique pour favoriser une croissance végétale illimitée serait déjà présente le long de chaque rive, à la portée de tous ceux qui possèdent un sécateur et un bocal. Il existe une méthode ancienne et souvent ignorée qui a été utilisée pendant des siècles pour favoriser la multiplication des forêts. Cependant, avec l'avènement de l'horticulture industrielle, il a été décidé que cette méthode devait être désormais achetée. Avant que les premiers manuels de jardinage écrits ne voient le jour, les jardiniers utilisaient déjà des branches de saule pour favoriser le développement des boutures. Les jardins des monastères médiévaux à travers l'Europe ont été soigneusement documentés par les moines qui y travaillaient. Ces jardins étaient souvent conçus selon des principes précis, combinant à la fois des aspects pratiques et symboliques, et étaient essentiels à la vie quotidienne et spirituelle de la communauté monastique. Les agriculteurs, qui sont des professionnels travaillant la terre pour cultiver des produits alimentaires tels que des céréales, des fruits et des légumes, ont récemment fait une observation particulièrement intéressante ou surprenante dans le cadre de leur activité agricole. Les boutures qui étaient plantées à proximité des saulaies, c'est-à-dire des zones où poussent des saules, montraient une capacité d'enracinement plus rapide et plus vigoureuse que celles qui étaient plantées dans d'autres endroits. L'arbre, par sa croissance lente et majestueuse au fil des années, est devenu lui-même la preuve de la force de la nature et de sa capacité à survivre malgré les épreuves. En cassant une branche de saule et en l'enfonçant dans un sol humide, vous serez étonné de constater qu'en quelques semaines à peine, non seulement la branche survivra, mais elle se développera et poussera pour former de nouvelles racines, s'épanouissant ainsi dans son nouvel environnement. Elle explose de racines, ces parties souterraines des plantes qui absorbent l'eau et les nutriments du sol, lui permettant ainsi de se développer et de croître de manière saine et vigoureuse. Il n'est pas nécessaire d'apporter une quelconque intervention. Dès le début du XIXe siècle, les pépiniéristes en Europe et en Amérique du Nord avaient pris l'habitude d'utiliser discrètement des extraits de saule dans leurs serres de multiplication des plantes. Cette pratique, qui consistait à utiliser des extraits de saule, était répandue parmi les professionnels de l'horticulture de l'époque, soucieux d'améliorer la croissance et la santé de leurs plantes en favorisant la formation de racines. La méthode dont il est question ici a vu le jour dans les publications spécialisées en jardinage de l'époque victorienne. Elle a ensuite été partagée de génération en génération parmi les jardiniers travaillant dans de vastes domaines, contribuant ainsi à enrichir les connaissances tacites des vendeurs de plantes opérant dans le secteur commercial. Le fonctionnement était si fiable et régulier que personne n'avait le moindre doute sur la fiabilité du mécanisme en question. Les arbres, grâce à leur instinct inné, possédaient la connaissance naturelle de la manière de développer leurs racines profondément dans le sol pour puiser les nutriments essentiels à leur croissance. De manière presque mystérieuse,
Il semblait communiquer cette capacité à s'enraciner à tout ce qui était planté à proximité, favorisant ainsi la vitalité et la santé de l'écosystème environnant. En 1935, c'est au sein de l'Institut Boyce-Thompson de New York que la science a commencé à s'intéresser de près au folklore, cherchant à explorer et à comprendre les liens entre les traditions populaires et les connaissances scientifiques. Les chercheurs Percy Zimmerman et Alfred Hitchcock ont mené des recherches approfondies dans le domaine de la biologie moléculaire et ont réussi à isoler une molécule spécifique. Cette molécule, connue sous le nom d'acide indole 3-butyrique, IBA, présente des caractéristiques uniques qui ont suscité un grand intérêt dans la communauté scientifique. Lorsqu'il a été appliqué sur les boutures, cet élément a provoqué de manière régulière et constante le processus de formation des racines. Cette molécule a la capacité de modifier le fonctionnement des cellules souches, les incitant à se transformer en cellules spécialisées responsables de l'initiation du système racinaire. Il s'agit d'une modification biochimique complexe qui intervient à différents niveaux pour influencer l'ensemble du processus de développement de la plante, en modifiant des mécanismes clés de régulation et d'expression génique. En l'an de grâce de la même année, un brevet fut déposé, puis accordé sous licence à la prestigieuse entreprise Merck & Company. La documentation détaillait l'IBA en tant qu'agent d'enracinement synthétique extrêmement efficace, surpassant tous les autres agents connus jusqu'à présent en termes d'efficacité. Cependant, il convient de souligner qu'il y avait un problème au sein de ce récit. L'IBA, abréviation de l'indice de biomasse aquatique, n'était pas complètement basé sur des données synthétiques. En effet, cet indice prenait en compte une combinaison de données synthétiques et de données récoltées sur le terrain, ce qui lui conférait une plus grande précision et fiabilité dans l'évaluation de la biomasse aquatique. Cette substance s'est formée de manière spontanée, en grande quantité, au sein d'une espèce particulière d'arbres, sans intervention humaine ni manipulation artificielle. Les saules sont des arbres à feuillage caduc, appartenant à la famille des salicacées. Ils se distinguent par leurs feuilles étroites et allongées, souvent de couleur verte, qui peuvent être argentées sur la face inférieure. Les saules sont souvent plantés près des cours d'eau en raison de leur capacité à absorber de grandes quantités d'eau et à prévenir l'érosion des sols. Ces arbres sont également appréciés pour leur écorce lisse et leurs chatons, qui sont de petites fleurs regroupées en grappes pendantes. Les plantes appartenant au genre sexe se distinguent par leur capacité à produire de l'acide indolbutyrique, IBA, en quantité nettement plus élevée que la plupart des autres plantes. Cette substance est principalement synthétisée dans leurs jeunes bourgeons terminaux, ce qui les rend uniques parmi les espèces végétales. Les arbres, qui ont la capacité de produire des boutures enracinées depuis des siècles, ont récemment été identifiés comme étant de véritables usines naturelles d'hormones d'enracinement grâce à des analyses chimiques approfondies. En 1952, Hess a décidé de revoir et de moderniser l'ancienne méthode en utilisant des équipements à la pointe de la technologie de l'époque. Il prit le temps de préparer un diluant de saule en réalisant un extrait aqueux à partir de brindilles de saule qu'il laissa tremper pendant un certain temps. Les expériences qu'il a menées ont clairement prouvé que l'utilisation d'eau de saule avait un impact significatif sur le taux de réussite de l'enracinement en particulier pour des boutures réputées difficiles telles que celles des rosiers et des arbres fruitiers. Les résultats de l'étude ont été soigneusement analysés et rédigés avant d'être soumis à des revues scientifiques renommées pour publication. De plus, ces résultats ont également été présentés et discutés lors de diverses conférences académiques, permettant ainsi une diffusion plus large des conclusions de la recherche. Durant une courte période de temps, elle a été considérée comme une option valable en remplacement des produits commerciaux habituels. Ensuite, elle s'est retirée de la scène, non pas en raison d'un échec, mais plutôt parce que l'entreprise qui venait de breveter l'acide indole 3-butyrique synthétique
n'avait pas la possibilité de rentabiliser un arbre. Les branches de saule renferment deux composés essentiels, à savoir l'acide salicylique et les dérivés salicylés, qui agissent de manière complémentaire pour produire des effets bénéfiques. Le premier élément mentionné est l'IBA, également connu sous le nom d'acide butyrique, une molécule présente de manière courante dans toutes les poudres d'enracinement disponibles dans le commerce. Le deuxième, composé chimique mentionné, est l'acide salicylique, qui est célèbre pour être à la base de la fabrication de l'aspirine, un médicament largement utilisé pour ses propriétés anti-inflammatoires et antalgiques. Chez les plantes, l'acide salicylique joue un rôle important en agissant comme un bouclier naturel contre les agressions extérieures telles que les maladies, les insectes ou les conditions environnementales défavorables. Cette plante a la capacité de renforcer les défenses naturelles de l'organisme en activant le système immunitaire. De plus, elle est reconnue pour ses propriétés bénéfiques qui permettent de retarder le processus de guérison des blessures en favorisant une cicatrisation plus lente mais plus efficace. Lorsqu'on prélève une bouture sur une plante, il se produit une réaction immédiate de la plante qui cherche à refermer la plaie causée par cette opération. Cette réaction a pour conséquence de bloquer la circulation hormonale à cet endroit précis, ce qui peut influencer le processus de développement de la bouture. L'acide salicylique joue un rôle essentiel en maintenant le canal ouvert pendant une durée suffisante pour permettre à l'IBA d'exercer son action. Les poudres d'enracinement disponibles dans le commerce sont composées d'acide indole-butyrique, AIB, un hormone végétale favorisant le développement des racines. Cependant, il est important de noter que ces poudres ne fournissent pas de protection contre les maladies des racines. L'eau de saule, connue pour ses propriétés médicinales et apaisantes, vous offre à la fois des bienfaits pour la santé et un soulagement naturel. Il s'agit d'un système qui a été conçu et développé en prenant en compte les principes et les caractéristiques biologiques spécifiques, afin de garantir un fonctionnement optimal en harmonie avec les processus naturels. L'acide indole, 3-butyrique, AIB, est une hormone végétale largement utilisée en horticulture pour favoriser la croissance des plantes en stimulant le développement des racines. D'autre part, l'acide salicylique est connu pour ses propriétés de protection des plantes contre les maladies fongiques, en agissant comme un agent antifongique naturel, notamment en prévenant la pourriture. En conséquence, grâce à un enracinement plus rapide, les plantes bénéficient de taux de survie plus élevés, ce qui favorise leur développement et leur croissance de manière plus efficace. Il s'agit de la même biochimie qui est à la base d'une industrie extrêmement lucrative, générant des milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque année. La seule différence entre ces deux éléments réside dans leur origine respective. À la fin des années 1930, le secteur horticole, qui englobe la culture des plantes, des fleurs et des arbres, se trouvait face à une décision cruciale qui allait impacter l'avenir de cette industrie. Il est envisageable que ces personnes puissent donner des recommandations aux jardiniers en les incitant à exploiter l'arbre qui pousse naturellement le long de chaque fossé, sans frais, ou bien à leur proposer d'acquérir la version synthétique de cet arbre moyennant finance. Ils ont pris la décision de se lancer dans le domaine de la vente en optant pour cette activité professionnelle qui consiste à commercialiser des produits ou des services auprès de clients potentiels. C'est Merck qui détenait les brevets, ce qui signifie qu'il possédait les droits exclusifs sur ses inventions ou créations intellectuelles, lui permettant ainsi de contrôler leur exploitation et d'en tirer des bénéfices. Ils avaient la capacité de superviser et de gérer l'ensemble du processus de production, depuis la fabrication des produits jusqu'à leur distribution, en passant par la fixation des prix. Une pépinière, qui est un endroit où l'on cultive et vend des plantes, avait l'habitude d'acheter de l'hormone d'enracinement à chaque nouvelle saison de plantation. Cette hormone est utilisée pour favoriser le développement des racines des plantes et améliorer leur croissance. Ainsi, chaque année, la pépinière devait renouveler son stock d'hormones d'enracinement pour garantir la santé et la vigueur de ses plantes. L'abonnement,
qui permettait aux clients de bénéficier de services supplémentaires ou de mises à jour régulières, était inclus dans le prix du produit, offrant ainsi une valeur ajoutée à l'achat initial. Cependant, il était impossible de déposer un brevet sur l'eau de Saule en raison de sa nature naturelle et de son utilisation traditionnelle depuis des siècles. Toute personne qui aurait la possibilité de se rendre dans une saulaie, une zone où poussent des saules, aurait la capacité de produire de manière totalement gratuite son propre extrait à partir des branches de saule qu'elle y trouverait. Au départ, l'investissement se limitait à l'achat d'une petite quantité de jeunes plants de saule, qui étaient encore à un stade précoce de leur croissance. Les coûts récurrents, c'est-à-dire les dépenses qui se répètent régulièrement, étaient inexistants, ce qui signifie qu'il n'y avait aucune dépense à prévoir de manière régulière ou périodique. Pour les fabricants de produits chimiques, la question à laquelle ils étaient confrontés était d'une importance capitale pour leur activité et leur existence même. Une méthode qui ne nécessitait aucun achat ni investissement financier n'était pas considérée comme avantageuse ou rentable par eux. La solution ne consistait pas à contester ou à nier l'existence de l'eau de saule, qui est un liquide utilisé depuis longtemps pour ses propriétés médicinales et ses bienfaits pour la santé. Il était question de le rendre dans le but de l'améliorer ou de le transformer selon les besoins ou les attentes spécifiques. Dénué de toute importance ou de toute valeur significative. Pendant la période s'étendant des années 1940 aux années 1950, les stratégies publicitaires ont mis en avant les hormones synthétiques en les décrivant comme des produits modernes et basés sur la science, cherchant ainsi à les rendre attrayantes et dignes de confiance aux yeux du public. Des marques renommées telles que Ormodin étaient présentes dans chacun des catalogues disponibles sur le marché, témoignant de leur popularité et de leur large diffusion auprès des consommateurs. Le message transmis était à la fois subtil, c'est-à-dire qu'il était formulé de manière discrète et nuancée, et cohérent, ce qui signifie qu'il était logique et en accord avec les informations précédemment communiquées. Les professionnels de divers secteurs tels que l'industrie, la recherche scientifique, la médecine ou encore l'agriculture ont recours à l'utilisation de produits chimiques. Ces substances, souvent élaborées de manière spécifique, sont employées pour différentes applications, allant de la fabrication de médicaments à la conservation des aliments, en passant par la réalisation d'expériences en laboratoire. Les personnes qui aiment passer du temps en plein air et profiter de la nature ont recours à de petites branches ou brindilles pour allumer un feu, que ce soit pour cuisiner en camping, se réchauffer lors d'une randonnée ou simplement pour créer une ambiance chaleureuse lors d'un pique-nique en plein air. Les programmes universitaires ont progressivement abandonné l'enseignement de la méthode du saule, une approche pédagogique traditionnelle qui consiste à apprendre par la répétition et la mémorisation, au profit de méthodes plus interactives et innovantes qui encouragent la réflexion, la créativité et l'analyse critique chez les étudiants. Les agents de vulgarisation agricole, qui sont des professionnels spécialisés dans la diffusion de connaissances et de bonnes pratiques en agriculture auprès des agriculteurs, ont pris la décision de ne plus recommander cette méthode spécifique. Cette décision a été mûrement réfléchie et s'inscrit dans une démarche visant à améliorer les pratiques agricoles et à garantir de meilleurs résultats pour les agriculteurs. Dans la décennie des années 1960, ce style littéraire avait progressivement perdu sa place au sein des œuvres les plus populaires, non pas en raison de son inefficacité, mais plutôt en raison de sa faible attractivité commerciale. Actuellement, le marché mondial des hormones d'enracinement, qui sont des substances utilisées pour favoriser la croissance des plantes, est estimé à une valeur de 1,2 milliard de dollars. Les jardiniers doivent débourser la somme de 20 dollars afin d'acquérir une petite bouteille de poudre qui, malheureusement, perd de son efficacité au bout de quelques mois seulement. Le modèle économique repose sur la mise en place d'une stratégie visant à inciter les consommateurs à effectuer des achats de manière régulière et répétée. Pendant que le temps s'écoule, les saules, ces arbres aux feuillages pleureurs et aux branches flexibles, poursuivent leur croissance tranquille et régulière,
s'épanouissant au gré des saisons et offrant ainsi un spectacle apaisant et majestueux. Ces plantes ont la particularité de se développer le long des rives des cours d'eau, où elles forment un tapis vert luxuriant, mais aussi de s'installer rapidement sur des sols dégradés suite à des perturbations. Il est intéressant de noter qu'en effectuant une taille annuelle sur un seul arbre, il est possible d'obtenir une quantité d'extrait suffisante pour la propagation de milliers de plantes. Il est rare que l'industrie prenne l'initiative de vous rappeler cette information, car cela ne correspond pas à ses intérêts. Cette suppression ne peut pas être considérée comme une forme de censure délibérée ou intentionnelle, mais plutôt comme une action visant à retirer un contenu spécifique. Il est question d'une forme d'invisibilité qui est liée à la structure même de quelque chose, ce qui signifie que cette invisibilité est due aux caractéristiques internes ou fondamentales de l'objet en question. Il est grand temps de reprendre possession de ce qui nous a été injustement enlevé. Le processus, bien qu'il puisse sembler simple à première vue, comporte en réalité plusieurs étapes et subtilités qui peuvent rendre sa mise en œuvre plus complexe que prévu. Le processus commence par l'observation minutieuse de l'arbre afin de pouvoir l'identifier correctement. Toute espèce, qu'elle soit végétale ou animale, et qu'elle appartienne aux 6 genres existants, est admissible pour cette étude. Il est recommandé de chercher des branches souples qui poussent près de l'eau, ou bien des chatons duveteux qui sont caractéristiques des arbres au printemps. Le secret de la qualité exceptionnelle de cet objet repose sur l'âge avancé du bois utilisé pour sa fabrication. En effet, le bois, ayant été récolté il y a de nombreuses décennies, a eu le temps de se solidifier et de développer des caractéristiques uniques qui contribuent à la beauté et à la durabilité de l'objet. Pour mener à bien cette tâche, il est nécessaire de disposer de toute l'énergie et de la vitalité propres à la jeunesse. Il faut puiser dans la fraîcheur des jeunes pousses de la saison en cours, reconnaissables à leur écorce encore tendre, de couleur verte ou jaune selon les espèces. Le bois gris, qui est une variété de bois plus ancienne, se caractérise par une teneur en acide indole-butyrique, AIB, nettement inférieure par rapport à d'autres types de bois. Pour réaliser cette tâche, il est recommandé de prendre les jeunes pousses et de les couper en segments de 2,5 cm de longueur. Ensuite, il convient de retirer délicatement les feuilles qui les entourent. Il est recommandé de remplir le bocal à moitié avec les morceaux. Cela signifie qu'il faut verser les morceaux jusqu'à ce que le niveau atteigne exactement la moitié de la hauteur totale du bocal, afin d'obtenir un équilibre visuel et pratique. Pour briser instantanément les parois cellulaires, il est recommandé de verser de l'eau bouillante sur la substance en question. Cette action permettra une rupture rapide et efficace des parois cellulaires, facilitant ainsi le processus souhaité. Après avoir rempli le bocal de la préparation, assurez-vous de bien fermer le couvercle de manière hermétique, afin d'éviter toute fuite d'arôme. Ensuite, laissez reposer le mélange tranquillement à température ambiante pendant une durée de 24 heures complètes, permettant ainsi aux saveurs de se diffuser et de se mélanger harmonieusement. Lorsque vous ouvrirez le récipient, vous constaterez que l'eau présente une teinte ambrée pâle, évoquant la délicatesse d'un thé léger qui aurait infusé doucement. Il s'agit de l'hormone responsable de favoriser le développement des racines des plantes. Après avoir filtré le bois, veillez à conserver le liquide obtenu au réfrigérateur pour garantir sa fraîcheur et sa conservation optimale. Son efficacité perdure pendant une période allant jusqu'à 2 mois. Pour utiliser cet outil, il vous suffit de verser une petite quantité de celui-ci dans une tasse. Ensuite, vous devez faire tremper la base de vos boutures dans cette solution pendant toute une nuit. Plantez les graines ou les plantes que vous avez préparées dans le sol, en veillant à respecter les recommandations spécifiques à chaque type de végétal. Arrosez-les régulièrement, en fonction des besoins en eau de chaque espèce, et assurez-vous de les exposer à la lumière du soleil ou à l'ombre selon leurs préférences. En prenant soin de ces plantes de manière régulière, vous favoriserez leur croissance et leur épanouissement.
Cet outil est conçu pour être utilisé sur une variété de plantes, notamment les roses, les baies et les arbustes. Il fonctionne de la même manière que les produits synthétiques, car il s'agit en réalité du même produit. La seule différence réside dans le fait qu'il est récolté à l'aide d'une paire de ciseaux, au lieu d'être synthétisé en laboratoire. La disparition de l'eau des saules n'était pas intentionnelle. Elle est survenue de manière inattendue et involontaire, sans que quiconque ait eu l'intention de causer ce phénomène. La décision prise était principalement motivée par des considérations économiques. Un produit qui ne parvient pas à générer de revenus est voué à l'échec dans un secteur où la réussite repose essentiellement sur les ventes. En effet, sans une source de revenus stable et suffisante, il est difficile, voire impossible, pour un produit de perdurer et de prospérer dans un environnement concurrentiel axé sur la commercialisation et la rentabilité. Cependant, il est important de souligner que la chimie est une discipline scientifique rigoureuse et fiable, dont les principes et les lois sont basés sur des expérimentations et des observations précises. L'IBA, qui signifie Indication géographique protégée, est un label de qualité attribué à certains produits agricoles ou alimentaires qui sont spécifiques à une région géographique donnée et qui possèdent des caractéristiques particulières liées à leur origine. La seule différence entre une bouteille et une branche réside dans l'utilisation qui en est faite. En effet, la bouteille est souvent utilisée pour contenir un liquide, que ce soit de l'eau, du jus ou toute autre boisson, tandis que la branche est plutôt exploitée par les animaux pour se reposer, se cacher ou construire un nid. Ainsi, bien que ces deux objets puissent sembler très différents à première vue, leur utilité dépend principalement de l'espèce qui en bénéficie. Vous êtes confronté à une situation où vous devez prendre une décision parmi plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous avez le choix entre continuer à évoluer dans le cercle vicieux des milliardaires, où la richesse et le pouvoir se transmettent de génération en génération, ou bien prendre le chemin qui mène à la rivière, symbole de renouveau et de rupture avec ce cycle perpétuel. Cette industrie, qui prospère actuellement, trouve son origine dans notre oubli des connaissances ancestrales transmises par les saules. En effet, ces arbres majestueux possèdent des propriétés et des vertus oubliées par notre société moderne, ce qui a conduit au développement de cette industrie. Cependant, malgré le passage du temps, les arbres demeurent immobiles, dans une attente silencieuse et patiente. Si la lecture de cette histoire a suscité en vous une nouvelle perspective sur les mauvaises herbes qui poussent le long de votre fossé, nous vous invitons à vous abonner à Nature's Lost Vault, une publication qui explore de manière approfondie la relation entre l'homme et la nature, mettant en lumière la beauté et l'importance de chaque élément de notre environnement. Actuellement, nous sommes en train de mettre au jour la technologie qu'ils ont essayé de dissimuler sous terre. Il est temps de préparer une délicieuse tasse de thé chaud. Pour ce faire, commencez par choisir votre variété de thé préférée, parmi une large sélection. Thé noir, thé vert, thé blanc, thé oolong, ou même une infusion aux fruits. Ensuite, faites bouillir de l'eau fraîche dans une bouilloire. Pendant ce temps, sélectionnez une jolie tasse ou une théière pour servir votre thé. Une fois l'eau bout, il est essentiel de prendre soin de notre environnement, en plantant des arbres et en favorisant la biodiversité pour garantir un avenir durable et sain pour les générations futures. Le prochain coffre-fort, qui renferme des biens précieux et des secrets bien gardés, s'apprête à révéler son contenu dans un avenir proche, suscitant l'excitation et l'attente de ceux qui en connaissent l'emplacement.